Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Magal West. Aujourd'hui, en ce mercredi 23 avril, on se retrouve pour une nouvelle émission placée sous le signe des cinémas et des séries. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sorties cinéma et puis aussi des noms d'acteurs qui ont été annoncés pour la série Harry Potter. On va en parler en deuxième partie d'émission. Avant, on retrouve Gogo Juice pour notre découverte Ferrarock, ainsi que Joanne au micro pour un retour sur l'exposition Ringside Seat au Tetris de Solène Langlais, c'est notre reportage. L'agenda culturel, le flash info et la météo arrivent aussi tout de suite. Bienvenue à vous, installez-vous tranquillement, on est parti pour une heure d'émission. Actuellement, le ciel est partiellement nuageux avec tout de même de belles éclaircies. La température tourne autour de 16 degrés avec un vent modéré. Ce soir, le coucher de soleil est attendu à 20h47 avec des températures qui vont retomber entre 13 et 14 degrés. Le vent devrait dépasser les 25 km/h. Pour votre journée de demain, jeudi, dans la matinée, alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'après-midi, un ciel partiellement ensoleillé. Température maximum 15 degrés, température minimum 7 degrés, avec une légère brise légère sur le secteur est. L'humidité sera environ de 65%. Le lever du soleil est attendu à 6h45 et le coucher du soleil est attendu à 20h48. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce mercredi 23 avril 2025. Le Havre, les paquebots stars de la nouvelle exposition du MUMA à partir de fin avril. Le musée d'art moderne du Havre propose à partir de ce samedi 26 avril et pendant 5 mois près de 200 œuvres plastiques inspirées par les paquebots dans un ensemble transatlantique situé entre 1913 et 1942. Au Havre, le portrait à l'honneur à la galerie d'art contemporain Agnès Zabouva. La nouvelle exposition collective de la galerie Agnès Zabouva au Havre, Écho de l'âme, portrait en dialogue, associe les œuvres de 5 artistes utilisant des techniques et des supports différents jusqu'au 17 mai. Ouvert mercredi et jeudi de 14h à 19h, vendredi et samedi de 10h à 18h30. Au Havre, une exposition végétale présentée à l'abbaye de Graville. Des illustrations botaniques, des livres de référence et des sculptures de papier mâché constituent la nouvelle exposition présentée à l'abbaye de Graville au Havre, végétale. C'est jusqu'au dimanche 2 novembre, c'est ouvert tous les jours sauf le mardi et les 1er 8 mai et 14 juillet. Tarifs 5 et 3 €. Près du Havre, à la Remuée, le Banquet des Braves aura une 2e édition et voici la date. Après un premier essai validé en 2024, l'équipe du Banquet des Braves ressort épée, aume et côte de maille pour un nouveau week-end festif programmé les 19 et 20 juillet à la Remuée, près du Havre. Spectacle et marché artisanal gratuit. Près du Havre, une conférence pour tout savoir sur l'histoire du cheval de trait en Pays de Caux. À l'initiative de l'association culturelle La Hétrée, une conférence sur le cheval de trait en France et en Pays de Caux aura lieu le mardi 29 avril à 18h à la salle polyvalente de Grimbouville entre Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Pas de doute que cette situation est intolérable. Les mots de François Bayrou cet après-midi devant les agents pénitentiaires à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Le Premier ministre était sur place cet après-midi accompagné des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, après les récentes attaques des derniers jours contre des prisons françaises. François Bayrou qui a également été interrogé sur les révélations de sa fille. Ça me poignarde le cœur, a commenté le chef du gouvernement. Hélène Perlan confie avoir subi des violences lors d'un camp d'été dans les Pyrénées qui a été organisé par la même congrégation que celle de Notre-Dame de Bétharram.
À la une également, des dizaines de milliers de fidèles attendent pour saluer une dernière fois le pape François. Sa dépouille est arrivée ce matin à la basilique Saint-Pierre. Elle sera exposée jusqu'à vendredi avant les obsèques du souverain pontife samedi matin, en présence de nombreuses personnalités, principalement politiques. L'inquiétude pour près de 600 salariés. ArcelorMittal annonce supprimer des postes dans 7 sites du nord de la France. L'ex numéro 1 mondial de l'acier invoque la compétitivité de l'acier en Europe et confirme le transfert vers l'Inde de certaines fonctions support de tous ces sites européens. On connaît la date du procès après le meurtre de Mathis à Châteauroux. Le meurtrier présumé de l'adolescent sera jugé du 26 au 28 mai prochain à huis clos par le tribunal pour enfants. Le jeune garçon de 15 ans avait été poignardé en avril 2024. Plus de 200 médias français attaquent Meta en justice. Ils accusent la maison mère américaine de Facebook et Instagram de pratiques illégales dans la publicité en ligne. Dans le même temps, la Commission européenne a annoncé aujourd'hui des sanctions financières de plusieurs centaines de millions d'euros contre Apple et Meta pour des infractions à la concurrence. Et puis un grand sourire avec quelques dents de lait en moins. William et Kate ont dévoilé une photo du prince Louis qui fête aujourd'hui ses 7 ans. Selon la presse britannique, le cliché a été pris il y a quelques jours, là où la famille royale a passé les fêtes de Pâques. Voilà pour l'actualité. Très bon début de soirée à tous à notre écoute. Vous écoutez actuellement le Magal Ouest sur West Track Radio avec Lucie. Après l'info, place aux événements. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Le Havre cette semaine ? Réponse tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track Radio. Pour notre premier événement, aujourd'hui, c'est un concert Joker, c'est au Carré des Docks à 20h à partir de 29 €. Le rappeur Joker se produit au Havre dans le cadre de sa tournée nationale. Une soirée prometteuse mêlant énergie et émotion. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site des Carrés des Docks. Le Festival des Révélations, c'est jusqu'au dimanche 27 avril 2025 dans divers lieux culturels du Havre. Un festival qui met en lumière le monde de l'image avec une programmation axée sur les formations courtes et les clips. Ateliers, projections et rencontres sont au rendez-vous. Enfin, les garçons bouchés en concert, c'est ce vendredi au Magic Mirrors à 20h30. Le groupe mythique de punk français remonte sur scène pour une soirée explosive, une occasion rare de les voir en live. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Derrière le nom de Go Go Juice, 4 musiciens normands détournent la musique pop pour en faire une expérience explosive, un cocktail de sons électrifiants et de rythmes irrésistibles. Ce qui fait la magie de Go Go Juice, c'est leur capacité à synthétiser l'énergie brute du rock et la contagieuse légèreté de la pop dans un genre qu'ils appellent le dance rock. Des influences variées allant des Strokes à Sonic Youth en passant par The Kinks façonnent une musique post-punk, envoûtante, moderne et décomplexée. Si vous avez envie de danser, de vous déchaîner et de vous perdre dans une atmosphère de fête sauvage, la Ferrarock vous invite à découvrir leur nouvel album Rewind the After Party du 21 avril 2025 au 27 avril 2025. Memories fade in
he discovers courage, embracing the light. In a desert of toys where time stands still, the man finds purpose against his will. What have you done to my toys? 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 Cast in a world of whimsy and make, he learns to mend what hearts forsake. In the desert of toys, a man finds his way. Through travels and wonder, he'll finally stay. What have you done with my toys? 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 Après avoir séduit le public avec 2 EP marquants, Defenses et New Values, Go-Go Juice s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de Rewind, The After Party, prévue pour le printemps 2025. Cet album marque une évolution dans leur son, toujours aussi excitant mais plus raffiné, avec l'aide de Adrien Dépiné, de Mankins pour le mixage et de Maxime Morel, de Seppuku pour le mastering. Go-Go Juice façonne un disque qui reflète à la fois leur expérience scénique et leur créativité débridée. Ce n'est pas juste un album, c'est une invitation à revivre la fête, à réécouter l'après-soirée comme on se remémore les meilleurs moments. Such bullshit seated
Juice ne se contentent pas de jouer de la musique. Ils créent un véritable événement. Fort de leurs concerts mémorables à travers la Normandie, Paris et Rennes, ils sont un groupe taillé pour la scène. Leur jeu décomplexé, leur énergie communicative et leur refrain pop irréaliste électrisent les foules. Ce dance rock qu'ils inventent, chaque riff de guitare comme un cri de liberté. Leurs performances sont des célébrations d'une jeunesse folle, sans filtre et sans retenue. Découvrez l'album Rewind the After Party. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 27 avril 2025. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Go-Go Juice à l'instant pour la découverte Ferrarock de la semaine. Tout de suite, Johan nous emmène au Tetris avec un retour sur l'exposition Ringside Seat, une exposition réalisée par Solène Langlais autour du monde de la boxe et des card girls. Elle nous emmène dans les secrets de cette exposition avant de parler cinéma et séries avec les nouveautés sur les plateformes de streaming et 3 sorties dans nos salles obscures à ne pas rater cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Solène Langlais sur Westrack Radio. Bonjour Solène, comment tu vas ? Ça va super, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une artiste et boxeuse amatrice qui vit maintenant à Paris si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de ton exposition Ringside Seat qui a eu lieu au Tetris du 1er au 29 mars. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton exposition s'il te plaît ? Je vais essayer de faire rapide, c'est pas mon fort en général, la synthèse. Ringside Seat, c'est une exposition qui s'intéresse aux films de boxe, de boxe anglaise, à travers 3 personnages, le boxeur, la card girl. Les card girls sont des personnages féminins qui, dans le combat réel et aussi dans les films, annoncent le round à venir avec un panneau. Et le 3e personnage, c'est le public. Et ces 3 personnages-là apparaissent à travers différentes pièces qui sont soit des images, des objets, des gestes que j'emprunte à des films de boxe, à des combats télévisuels pour les présenter dans l'exposition sous diverses formes. Ok, super. Merci beaucoup pour ton explication. Donc, je voulais te demander comment tu traduis Ringside Seat, qui est le nom de ton exposition. Littéralement, ça désigne les places du public qui sont au bord du ring pendant les combats. C'est une expression qu'on pourrait traduire par aux premières loges. Ok. Comment est née justement l'idée de ce projet ? Ça fait plusieurs années que je travaille autour de la boxe anglaise et de ses représentations. J'ai commencé à intégrer la boxe à mon travail quand j'étais encore à l'école d'art du Havre, puisque j'ai commencé moi-même à pratiquer la boxe. Et ça a changé pas mal de choses dans ma vie et du coup, naturellement, ça a un peu colonisé mon travail. Quand Ambre m'a proposé de faire cette exposition au Tetris, c'était naturel de continuer à travailler sur la boxe anglaise. Et là, la spécificité de cette exposition, c'était de trouver une manière de rendre cohérentes toutes les pièces et aussi beaucoup de nouvelles pièces. Donc, à travers l'idée de présenter un combat à travers 3 de ces personnages et surtout de parler de ce qui se passe autour du combat, c'est-à-dire avant, entre les rounds, dans les vestiaires, dans les tribunes, sans parler du combat lui-même. Et justement, est-ce que tu as eu un premier déclic pour cette exposition ? C'était assez naturel parce que j'avais déjà certaines idées de pièces, soit des choses que j'avais commencées, soit certaines qui étaient dans les cartons et que l'exposition me permettait de réaliser. Il y a quand même dans l'idée de s'intéresser à ce qui se passe en dehors ou autour du combat, il y a un film qui a quand même été important, qui m'a un peu donné l'idée en fait, qui est un presque film de boxe, on va dire, de Brian De Palma qui s'appelle Snake Eyes, qui est une sorte de thriller où quasiment toute l'action se déroule pendant un combat de boxe, mais dans les tribunes et on voit quasiment jamais ce qui se passe sur le ring. Ok. Donc c'est un peu comme ton exposition justement. Oui, cet angle-là m'avait intéressée. Je me suis dit que c'était chouette à exploiter dans le cadre de cette exposition. Donc justement, comme on a vu tout à l'heure, dans ton exposition, tu présentes 3 figures, donc le boxeur, la card girl et le public. On a vu que les card girls occupent un rôle très important dans le monde de la boxe. Comment est-ce que tu as choisi de les représenter dans Ringside Seat et quel message tu souhaites faire passer à travers elles ? Je me suis intéressée aux card girls parce que ce sont, à part quelques exceptions, les seuls personnages féminins qui sont autorisés à monter sur le ring. Mais elles ne combattent pas, elles montent à la minute de repos pour indiquer avec un grand panneau peint quel round est à venir. Et c'est des personnages qui sont hyper sexualisés. Le ring, c'est un espace de très haute visibilité et la visibilité pour les femmes en général, enfin les personnages féminins ou assignés femmes, la visibilité va avec une forme de sexualisation très souvent et là c'est le cas aussi.
Ça m'intéressait à la fois de parler de ces personnages-là, mais sans du tout les victimiser ou avoir une critique hyper véhémente de cette sexualisation-là, puisque je pense qu'on peut aussi se la réapproprier. Les card girls, je les ai présentées un peu de deux manières différentes, puisque dans l'exposition, elles apparaissent à travers des panneaux qui sont des panneaux peints avec un numéro. À chaque fois, il y a 10 panneaux de 1 à 10. Et moi, j'ai un peu détourné l'usage de ces panneaux pour les rapprocher des pancartes de manifestation en y inscrivant aussi un message de l'autre côté. Les panneaux sont recto verso, qui sont des phrases tirées de films de boxe, qui sont des phrases au départ adressées aux boxeurs, soit de la part du public, soit de la part de l'entraîneur, parfois de l'arbitre. C'est des phrases que j'ai choisies pour leur ambiguïté dans l'adresse. À partir du moment où c'est les card girls qui les tiennent et qui énoncent ces phrases, elles peuvent aussi s'adresser au public, peut-être aussi au public, parfois au public féminin, un peu comme une manière de réfléchir à leurs conditions, ou au public masculin comme une menace, un message un peu misandre aussi dans cette suite de phrases. Donc ça, c'est la manière dont les card girls apparaissent dans l'exposition. Mais le soir du vernissage, j'ai fait une performance où j'ai moi-même incarné une card girl en défilant avec ces panneaux, Oui, tout à fait. que j'ai installés dans l'exposition au fur et à mesure. On reviendra justement sur ta performance pendant le vernissage tout à l'heure, parce que j'ai quelques questions à te poser aussi dessus. Pour continuer sur les personnages, tu évoques aussi des coups fantômes et des boxeurs sans corps. Donc il faut savoir que dans l'exposition, il y avait 2 shorts au milieu qui étaient remplis d'air, on va dire. Ils étaient habités sans qu'il y ait de vrai corps à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces absences justement des boxeurs et ce qu'elles signifient ? En fait, la notion d'absence, elle est apparue à partir du moment où j'ai dû réfléchir à la manière dont j'allais présenter ces shorts-là. Il y en a un des deux que j'avais déjà exposé lors d'une exposition collective au lieu, qui est un atelier auquel j'appartenais avant WAP. Plutôt que de poser le short, il m'a semblé plus intéressant à ce moment-là de le suspendre, et du coup, très très vite, ça donnait cette impression qu'il était porté ou habité. Je sais pas tellement quoi dire sur cette absence-là en particulier. Ce qui a motivé un peu la création de ces shorts au départ, c'était vraiment une idée ça devait être un costume pour une autre performance sur laquelle je travaille, mais qui est un petit peu en stand-by, et ça a donné naissance du coup à ce début de série de reproduction de shorts, mais avec la spécificité qui sont à ma taille, c'est-à-dire quand même beaucoup plus petits que ceux des boxeurs représentés, donc Tyson et Rocky. Oui. Ils doivent faire 50 kilos de plus que moi et au moins 50 cm. Et du coup, ça permet en creux d'imaginer un corps de Tyson qui est très différent du Tyson réel, quoi. Ouais. On remarque aussi donc que le public occupe une place particulière. Donc quand je parle du public, c'est dans la salle d'exposition, donc les visiteurs qui vont voir ton exposition. Donc ce public se fait face à lui-même. Et en fait, quelle réflexion tu souhaites provoquer chez le spectateur ? Disons que je serais un peu curieuse de voir justement ce que ça provoque chez le public de l'exposition. Ok. J'avais pas en tête forcément de provoquer quelque chose en particulier, mais plutôt de faire une expérience, de raconter un combat à travers uniquement le regard du public. Donc là, la pièce en question, c'est un montage de reaction shots, c'est-à-dire des plans du public tirés de plusieurs films de boxe. Et ce montage-là a pour bande sonore une bande sonore réelle d'un combat qui a opposé Mike Tyson à Evander Holyfield, où Tyson a mordu l'oreille d'Holyfield. C'est un combat sur lequel je travaille assez souvent, qui m'intéresse beaucoup. Et là, du coup, j'ai choisi de le raconter à travers les réactions de son public. Et à terme, j'aimerais bien faire 3 autres montages autour du même combat, avec d'autres images pour faire une installation immersive où le public de l'exposition serait entouré du public de films de boxe. Dans ton exposition, justement, donc on parlait des extraits de films qu'on pouvait voir. En tant que boxeuse amatrice, est-ce que ton regard sur ce sport est différent de celui de ces films ? Je pense que la principale différence, c'est que la boxe professionnelle et la boxe amateur sont très différentes. Il y a évidemment des points communs et des passerelles qui se font, mais la principale différence, c'est la durée des rounds. Enfin, pas la durée des rounds, pardon, le nombre de rounds dans un combat. En boxe pro, alors ça dépend de la notoriété des boxeurs, on va dire, et des contrats qu'ils ont décidé de passer, mais ça peut aller jusqu'à 12 rounds. Souvent, c'est plutôt 8-10, alors qu'en boxe amateur, on s'arrête à 3. Donc, ça change beaucoup de choses dans la stratégie de la boxe elle-même. Et après, surtout, les films de boxe représentent toujours des boxeurs pros.
et les combats télévisuels sont des combats avec les boxeurs pros et qu'ont en plus la plupart des boxeurs représentés dans les films sont des boxeurs qui en fait vont faire un championnat du monde ou ont déjà une grande notoriété ou sont en train de monter dans leur carrière. La boxe amateur, il y a une adrénaline hyper forte quand on monte sur le ring, ça c'est pas du tout la même réalité quoi. Quelle technique ou médium tu as utilisé pour tes œuvres ? Dans l'exposition, il y a plusieurs objets. Il y a des shorts de boxe, comme on l'a dit, donc sont cousus et brodés. Il y a aussi des panneaux en bois peint avec de l'acrylique, mais c'est du texte. Il y a une notion de mise en page aussi dans ces panneaux-là. Il y a du montage vidéo et il y a du texte aussi, pas mal. Et dans une des vidéos, il y a aussi un travail de geste ou de performance, puisque c'est moi qui apparaît sur la vidéo et qui reproduit les gestes de Tyson lors de son combat contre les Shields. Et justement, donc pendant la création de tes pièces, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou même pendant le montage de l'exposition, justement ? Alors le montage pas du tout parce que j'étais hyper bien accompagnée par l'équipe du Tetris. Donc c'était même beaucoup plus simple que ça à quoi je m'attendais parce que je pensais devoir gérer certaines choses techniquement que je savais pas forcément faire. Et en fait j'étais pas juste aidée, j'étais vraiment plus que... Enfin il y a beaucoup de choses que les techniciennes du Tetris ont fait pour moi, donc ça c'était super et je les en remercie chaleureusement. Par contre, pendant l'élaboration et la création des pièces en elles-mêmes, là, en effet, c'était un peu plus complexe. Alors, c'était pas forcément tant en termes techniques, même si, pour ce qui concerne les shorts, par exemple, j'ai un peu appris à coudre en les faisant, donc forcément, il y a eu des ratés. Sinon, il n'y avait pas tant de difficultés techniques que vraiment une question de temps qui rentre en jeu. Les panneaux, par exemple... ils sont peints recto verso et j'essaie de les peindre de la manière la plus précise possible et du coup c'est vraiment très 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 long à peindre, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé au départ. Et aussi j'ai eu quand même quelques petites galères avec le montage vidéo du public. Enfin là pour le coup c'était les capacités de mon ordinateur qui n'étaient pas tout à fait suffisantes, donc il a fallu bricoler un petit peu quoi. Donc dans ton exposition, est-ce qu'il y a une œuvre ou un élément de l'exposition qui te tient particulièrement à cœur? Une œuvre préférée, par exemple? Préférée, je sais pas. En général, je préfère toujours les dernières pièces parce que c'est celles qui m'ont lassé le moins. Il y a une pièce qui est en commun avec un autre artiste qui s'appelle Valdo Savoie, qu'on avait déjà exploité par ailleurs. C'est une très longue bande de boxe, un bandage. C'est ce qu'on met sous les gants, enfin sur les mains, sous les gants pour protéger nos mains quand on boxe. C'est une bande imprimée d'un texte qui est en fait la transcription d'une conversation WhatsApp de notre club quand on habitait au Havre, la Don't Panic Team. Cette conversation, c'est une conversation lors d'un soir de compétition pour certaines des boxeuses qui étaient parties en compétition. Les autres du club qui pouvaient pas venir se tenaient un peu au courant et envoyaient des encouragements via le groupe WhatsApp. Et du coup, il y a quand même il y a une dimension un peu plus personnelle, on va dire, carrément, dans cette pièce-là. Et puis, c'est cool d'inviter d'une certaine manière la Don't Panic dans une expo Havre, quoi. Maintenant, parlons de ton exposition globalement. On va revenir à ton intervention pendant le vernissage, justement. Comment tu l'as ressenti, cette performance, et est-ce que tu as eu des retours? Elle s'est déroulée à peu près comme j'avais prévu, donc ça, c'est chouette, parce que c'est pas toujours le cas. Pour décrire la performance très rapidement, moi, j'incarnais une card girl, donc j'étais habillée comme telle, à savoir avec des hauts talons, un mini-short et un crop top. Et du coup, j'étais habillée en card girl et j'apparaissais plus ou moins toutes les 3-4 minutes avec un nouveau panneau et je disparaissais entre chaque. Et au début, le public était très très sage, hyper attentif, même assez silencieux. Et petit à petit, ce à quoi je m'attendais et que j'espérais un peu, c'était que la vie reprenne son cours à chaque disparition, entre chaque apparition. Et aussi que je sois plus un élément de l'exposition, un élément du décor, mais sans forcément que ça fasse événement à chaque fois que j'apparais. J'ai une copine qui m'a dit que même à l'inverse, j'avais fini par presque disparaître et que les gens, le public se rendait même plus tellement compte quand je ressortais de ma petite loge avec un nouveau panneau. Et puis progressivement aussi le public est passé de l'espace d'exposition à l'espace du buffet, ce qui est habituel en vernissage. Et du coup l'espace d'exposition est devenu, se vidant petit à petit, elle devenait habitée quasiment plus que par moi, donc ça faisait de plus en plus office de scène, alors qu'au début il n'y avait pas d'idée de scission entre
d'espace distinct entre le public et moi, quoi. J'étais vraiment au milieu du public. Donc j'ai quand même dû réajuster un petit peu sur la fin où j'ai passé un peu plus de temps devant l'espace d'exposition que dedans par rapport à ce que j'avais prévu. Mais oui, ça s'est déroulé comme ça et moi j'étais assez contente de comment ça s'est passé. Pas eu beaucoup de retours sur cette performance en particulier. C'est toujours compliqué d'avoir des retours. Pendant un vernissage, les gens complimentent, mais ça s'arrête à peu près à ça, quoi. Est-ce que c'est une étape dans un travail plus large sur la boxe et ses représentations? Et est-ce que tu as d'autres projets en lien avec ce sujet-là? Oui, c'est une étape dans le sens où je continue à travailler sur ces thématiques-là. Et là, le prochain projet qui est en cours, j'ai reçu une invitation de carte blanche à participer à une revue d'art contemporain normande qui s'appelle Insert, qui est dirigée par l'association RM1310 qui accompagne beaucoup de jeunes artistes. Je vais fournir des images pour la revue et cette fois-ci, je vais travailler autour des affiches de boxe en ayant un travail plutôt graphique et presque pictural autour de ces affiches et aussi en reproduisant certaines d'entre elles sous forme de drapeaux en satin. Donc ça, c'est le prochain projet qui est en cours et que je suis en train de terminer. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Solène pour cet échange et pour nous avoir plongé dans l'univers de Ringside. Ton regard sur la boxe et ses représentations apporte une réflexion vraiment passionnante, je trouve, sur ce sport et sur les rôles qui l'entourent. Et maintenant, je voulais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre ton travail. Sur Instagram pour le moment, donc c'est mon prénom et mon nom, Solène.Langlais. Voilà, juste sur Instagram. Ok, super. Merci encore et à bientôt sur Westrack. Et voilà pour notre reportage du jour. Merci à Joanne. Tout de suite, un peu de musique avec Eddie Chacon et son titre Empire, un featuring avec John Carroll Kirby et un titre de Annie and the Caldwells. C'est une nouveauté. Il s'appelle Wrong et c'est aussi un duo avec Deborah Caldwell Moore. Avant de retrouver notre chronique ciné et série. Holding on to what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand.
West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur West Track. C'est la fin d'après-midi sur West Track, il est 17h40 et on retrouve notre chronique ciné et série. On va s'intéresser à la série Harry Potter. Ça y est, plusieurs noms d'acteurs ont été annoncés. Une nouvelle saison pour Black Mirror et ainsi que pour The Last of Us. Et puis on va parler aussi de la légende d'Oshi, L'amour c'est surcoté, deux sorties à ne pas rater, ainsi que Promesse, un documentaire bouleversant. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et pour cette première sortie, L'amour c'est surcoté, une comédie romantique pas comme les autres. Réalisée par Mourad Winter, L'amour c'est surcoté met en scène Hakim Gemili et Laura Felpin dans une comédie qui déconstruit les clichés amoureux. Le film suit Anis, un célibataire endurci qui, 3 ans après la mort de son meilleur ami, décide de se lancer dans les rencontres. Sa rencontre avec Madeleine bouleverse ses certitudes sur l'amour. Présenté en avant-première au festival de l'Alpe d'Huez, le film a reçu une mention spéciale du jury, saluant son humour décalé et sa fraîcheur. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Moi non plus. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ace Map. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchanté, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Quoi? Pourquoi t'as tout ça, là? Allez! T'es prostituée. Mais... Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, Ouais, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau Alerte pays. sortie d'un film tout mignon, La légende d'Oshi, un conte initiatique envoûtant. Premier long métrage d'Ishia Saxon, La légende d'Oshi. C'est un conte fantastique qui suit Yuri, une jeune fille vivante dans un village isolé, éduquée dans la peur des créatures de la forêt, appelée Oshis. Lorsqu'elle découvre un bébé Oshi abandonné, elle décide de l'aider à retrouver les siens, défiant les interdits de sa communauté. Présenté au festival de Sudance, le film a été salué pour sa richesse visuelle et son univers poétique.
Je suis née sur une petite île de la mer Noire. Les gens disent que notre île est dangereuse. Il y a des ours, des loups et autre chose. Des créatures que les habitants de l'île craignent plus que tout. Vos parents vous ont voué, vous tous, leurs garçons, à cette cause. Ils m'ont dit... Protégez-nous, sauvez-nous, nous sommes frappés par une force maléfique. Les Hoshi. Enfin, notre troisième sortie dans les radars, c'est Promesse, un documentaire bouleversant réalisé par Thomas Hugg de Laros. Promesse retrace le parcours de sa sœur jumelle, Lorraine, décédée à 22 ans des suites d'une maladie. À travers des vidéos qu'elle avait tournées pour partager son histoire, le film offre un témoignage poignant sur la résilience et la transmission. Il faut que je filme. Non mais attends, on va d'abord faire tes affaires, mon amour. Le film, c'est important, mais moins que tes affaires. 3 mois plus tard, Lorraine nous a quittés à la suite de complications de sa greffe. Dans les derniers mois de sa vie, elle s'était mise à filmer son quotidien pour partager son histoire. On s'était promis d'en faire un film. La maladie puis la mort de Lorraine n'ont jamais été des tabous dans notre famille. Mais j'ai toujours eu cette impression qu'on se protégeait mutuellement. Qu'on ne pouvait pas tout se dire, qu'on ne pouvait pas tout partager. J'avais besoin d'interroger ma mémoire et celle de ma famille. Ce sentiment d'être ensemble contre la maladie prévaut sur ce que vit chacun. Puis après, j'ai reçu un don de moelle que m'a fait ma grande sœur, Marine. Et là, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est d'être donneur. Je participe activement à... Du côté des séries, pas mal de choses à annoncer, mais notamment pour Harry Potter, un premier nom du casting révélé. HBO a annoncé les premiers noms pour sa série Harry Potter, avec notamment Papa Isidou dans le rôle de Severus Snape. Ce choix a suscité des discussions. Certains y voient une réinterprétation audacieuse du personnage. En effet, Papa Isidou est un homme de couleur noire, alors que dans les livres, le personnage de Severus Snape, Severus Rogue, est décrit comme un personnage pâle aux cheveux gras. D'ailleurs, certains ont souligné que la transformation du personnage était un petit peu bancale en raison du fait que la description du personnage de Severus Rogue était aussi marquée par son côté anti-héros, un personnage détesté par beaucoup. Alors, la question de mettre un personnage de couleur sur ce personnage mythique pose la question, pourquoi pas un personnage plus positif? Une note importante d'ailleurs, J.K. Rowling, créatrice de l'univers Harry Potter et co-créatrice de cette série, a récemment soutenu une décision du gouvernement britannique excluant les femmes trans des protections légales. Cette prise de position a été largement critiquée et qualifiée de transphobe par de nombreuses personnalités et associations. Ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling souligne ou déclare des propos transphobes, ce qui lui vaut bien sûr des remarques des anciens acteurs d'ailleurs de la saga des films originaux. On retrouvera aussi Nick Frost qui sera Rubeus Hagrid, Janet McTeer qui sera Minerva McGonagall, Paul Whitehouse qui sera Argus Rusar, Luke Talon qui sera Quirrell, le personnage détesté pour beaucoup, qui sera Voldemort. C'est Ralph Fiennes lui-même qui incarne Voldemort dans les films, qui a déclaré que Cillian Murphy pourrait être un grand Lord Voldemort, mais pour l'instant, aucun nom n'a été annoncé pour ce personnage, ainsi que pour le trio, Harry, Ron et Hermione. Pour l'instant, aucun acteur n'a été déclaré. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des fans annoncent déjà un boycott de cette série en raison des propos transphobes de l'écrivaine. Ça bouge aussi sur la plateforme Prime avec l'arrivée de The Last of Us, une saison 2 en cours de diffusion. La deuxième saison de The Last of Us est actuellement diffusée avec 2 premiers épisodes déjà disponibles. Le premier épisode intitulé Future Days se passe 5 ans après la première saison. Cette saison explore des thématiques plus sombres, fidèles au jeu vidéo original qui inspire la série. On y retrouve donc l'acteur Pedro Pascal dans son rôle de Joël, suivi de la jeune fille qui a maintenant bien grandi, 19 ans pour Ellie. La petite fille devenue grande qui suit donc Joël dans ses aventures de survie, tentant de survivre dans un monde où un champignon attaque les êtres humains qui finissent par se dévorer les uns entre les autres. The Last of Us cartonne déjà pour cette saison 2.
Une autre série mythique est de nouveau diffusée avec une nouvelle saison, c'est Black Mirror sur Netflix. Une saison 7 disponible. La série culte Black Mirror revient avec une 7e saison disponible depuis le 10 avril sur Netflix. Parmi les épisodes, un retour attendu avec la suite de USS Callister. Le casting inclut Issa Rae, Awkwafina, Rashida Jones, Emma Corrin et Paul Giamatti. Certains annoncent que cette saison sera la dernière de la série. Enfin, le thriller qui fait sensation El Jardinero est arrivé sur Netflix depuis le 11 avril et il fait parler de lui. Une mini-série espagnole mêlant thriller psychologique, drame et romance. En seulement 48 heures, elle a surpassé les séries comme Adolescence et Black Mirror dans les classements mondiaux. Or, on sait que Black Mirror était fortement attendu et que depuis de nombreuses semaines, la série Adolescence est diffusée et adorée sur Netflix. Elle est d'ailleurs diffusée dans certains établissements au Royaume-Uni. El Jardinero raconte l'histoire de Elmer et de sa mère dominatrice, la China Jurado, qui dirige une jardinerie dissimulant une florissante entreprise clandestine de tueurs à gages. Tuer est une formalité pour Elmer qui, depuis un accident, ne ressent plus aucune émotion jusqu'au jour où, préparant le meurtre de Violette, une charmante institutrice de maternelle, il tombe amoureux d'elle. Elmer doit alors apprendre à aimer, tandis que sa mère est prête à tout pour éliminer Violette. C'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, je vous propose à nouveau 3 sélections de films qui sortent sur le grand écran. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou sur Facebook si vous aussi vous avez vu ces séries et que vous avez envie de nous partager votre avis, notamment sur la saison de Black Mirror. Moi, j'ai commencé la saison 2 de The Last of Us. J'ai regardé la première saison avant de regarder à nouveau la deuxième. Et pour un deuxième visionnage, je trouve que la saison 1 est toujours aussi excellente. On y retrouve de belles relations entre Joel et Ellie, une histoire bien ficelée, un monde d'horreur où il vaut mieux survivre plutôt que mourir, qui est très bien construit, et l'histoire autour du champignon qui s'est créé et qui attaque maintenant les êtres humains est fortement intéressante. On a envie d'en savoir plus, même si j'étais un petit peu déçue de l'ellipse au début de l'épisode 1, ce n'est pas un spoiler, mais que 5 années sont passées depuis la saison 1, mais cela peut s'expliquer simplement. En effet, Bella Ramsey, qui joue le personnage de Ellie, grandit rapidement, et il a donc fallu, je pense, expliquer le fait qu'elle passe de l'âge de 14 ans à un physique beaucoup plus âgé. Ils l'ont donc passé à l'âge de 19 ans pour la suite. Merci d'avoir écouté le Magal Ouest et on se retrouve demain pour une autre émission.
sleepwalk through my life for years.